c'est son fantôme, oui, c'est sa femme. Honneur et félicité à la patrie. Honneur et félicité à la patrie. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry et Sam David Mberakoum. Nous allons aborder un sujet crucial. Et je voudrais que vous puissiez me taguer tous les économistes. Je dis bien taguez-moi tous les économistes gabonais. Taguez-moi tous les économistes gabonais. Taguez-moi le professeur Daniel Nando. Taguez-moi le professeur ancien candidat à l'élection présidentielle Ondosa. Taguez-moi Meimouissi. Taguez-moi Alexandre Barreau-Chambrier. Taguez-moi le banquier national et international. Taguez-moi tous les économistes gabonais. Dites-leur que David Mberakouma est en direct en ce moment. Nous allons débattre sur la problématique de la croissance économique de notre pays. Taguez-moi Meimouissi. Dites à Meimouissi que David Mberakouma est en direct. Parce que j'ai vu un post d'un de mes frères, Mour Akoum, responsable des soldats du Parti démocratique gabonais, un membre influent dans les clubs de Vindi. Et il a caricaturé Meimouissi comme l'homme le plus endetté de l'humanité. Ce qui est d'ailleurs vrai. Meimouissi, actuellement, il est plus endetté que David Mberakouma. Meimouissi est plus endetté même qu'Alain Kroes-Biebidze, qui a décrié sa gestion des deniers publics. Meimouissi, que nous avons connu sur la toile, à travers ses analyses, ses pertinentes analyses sur la macroéconomie, la microfinance, la croissance économique, le pouvoir d'achat. Il nous a raconté tout un tas de choses, même ici. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas quel est le cursus scolaire et universitaire de Meimouissi. Moi, j'ai envie de comprendre quel est son curriculum vitae. Il a travaillé où? Il a travaillé dans quel organisme financier international pour qu'il soit érigé comme un expert en économie, en économétrie, en politique de relance de la croissance économique, en régulateur économique, en professionnel de l'école de Chicago, de Friedman. Mais je connais qu'il y a plusieurs économistes brillants que je connais dans le pays. Mais ici, nous l'avons connu sur la toile. Et de mémoire d'homme, jusqu'à présent, je ne sais pas où est-ce que ce compatriote travaillait avant qu'on le parachute pieds joints comme ministre de l'économie. L'économie. Mais ici, je ne sais pas quel âge il a. C'est tellement sur son grand frère de beaucoup des années. Mais tout le monde l'a qualifié comme un expert en économie. Et ses premiers jours au gouvernement se sont soldés par des résultats positifs, d'après ses dires et d'après les dires de plusieurs autres compatriotes gabonais. On aurait oui dit qu'il a payé la dette intérieure, il a payé la dette extérieure, il a organisé le concours, patati, patata, tipota, papapa, bougougou, bougoulou. Mais Meimouissi semble ignorer que la pratique économique, l'économie est un véritable cycle en perpétuelle mutation. L'atmosphère économique n'est pas rigide et n'est pas figée. Elle est flexible. Et c'est pourquoi, même en économie, on parle de la flexibilité des politiques économiques. La flexibilité. Là, je vois les gens qui s'agitent sur la toile. On parle de la dette, je ne comprends pas ce qui se passe.
Et j'ai tout de même demandé à quelqu'un quel est le sujet de préoccupation actuel. Il me dit non, le Fonds monétaire international aurait mis en garde, disons, donné un certain nombre d'orientations au gouvernement gabonais sur le fait qu'ils auraient dépassé le seuil tolérable de l'endettement. Et ce seuil tolérable serait de 70%. Et il y a un jeune compatriote qui voulait prendre la part de Meï Moussi hier dans la nuit. Et c'est d'ailleurs lui qui a attiré mon attention. En disant que non, le seuil n'a pas été exagéré dans son dépassement, mais il est actuellement à 77,05%. 77,05%. Les organismes financiers internationaux, le Fonds monétaire international, nous parlent d'un taux d'endettement qui ne doit pas dépasser les 70% du produit intérieur brut. PIB, ça veut dire produit intérieur brut. Mais paraît-il qu'on aurait dépassé son seuil et qu'actuellement on serait à 70,05%. Et qu'antérieurement, la période post-électorale, post-prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, cet endettement-là oscillait les 75 000 milliards, disons, les 57%. Vous prenez 57% du seuil d'endettement à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, vous divisez par 13%, puisqu'on parle d'un dépassement de 70,05%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez 70%, vous enlevez les 57% des PDGistes au pouvoir déchu. Le ratio qui reste là, c'est la dette de Meï Moussi, qui se chiffre à 13,05%. 13,05% d'endettement en 9 mois d'exercice de pouvoir. 13,5%. 13,05% d'endettement en 9 mois d'exercice de pouvoir. Mais en 14 ans d'Ali Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba est à 57% de l'endettement. Si vous prenez 57%, vous divisez par 13%, pour ne pas mettre 13,05%, vous êtes à 4% et 4,38% du taux d'endettement du Gabon en 9 mois d'exercice de pouvoir, avec Meï Moussi comme brillant économiste intellectuel sorti des universités des pays industrialisés. 4,38% d'endettement en 9 mois d'exercice de pouvoir de Meï Moussi, de Ndo Simon, de Charles Mba, de Baro Chambrier, du petit frère de Oligui Nguema qui est directeur du général du budget, parce que nous devons nous dire des choses claires. Il ne s'agit pas pour moi d'encourager la transition parce qu'il faut l'encourager, non. Il s'agit d'analyser les agrégats macroéconomiques pour que nous arrivions à situer la responsabilité des uns et des autres. Parce que nous sommes entrés dans un processus d'enfumage où les gens veulent comme ça profiter de la solidarité du chef d'État, de sa magnanimité pour vouloir plomber cette transition. Et je vous ai dit dès le départ que nous n'accepterons pas les déstabilisateurs de cette raison. Les complotistes de cette raison seront démasqués. Je dis bien, ils seront démasqués. M. Meï Moussi le sait très bien en sa qualité d'expert économique. Alexandre Baro Chambrier, qui a été longtemps au Fonds monétaire international, où il était gestionnaire de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Alexandre Baro Chambrier. Alexandre Baro Chambrier fait partie des exécutants d'ailleurs de la politique des organismes financiers internationaux qui nous ont imposé à l'époque les PASS, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel qui consistaient au désengagement de l'État de l'activité productive. Désengagement de l'État de l'activité productive et les vagues de privatisation que nous avons connues de nos entreprises publiques
pour les privés. Avec pour premier constat des fonds monétaires internationaux, la gabegie financière des entreprises publiques caractérisée par des déficits chroniques, des déséquilibres de la balance commerciale, des déséquilibres de la balance de paiement, des déséquilibres justement de situations de fluctuation du marché. Les organismes financiers internationaux nous ont préconisé la privatisation. À l'époque, ils allaient même plus loin en nous préconisant même une dévaluation du franc CFA. Et d'ailleurs, nous avons connu cette dévaluation du franc CFA dès lors que notre pouvoir d'achat s'est progressivement effrité avec la dégradation des termes de l'échange, sans compter justement la détérioration de nos conditions de vie et existence. Voilà Meïmoussi, prétendu être un expert en économie. En 9 mois d'exercice du pouvoir, il a 4,38% du taux d'endettement de notre pays. Je dis bien 4,38% du taux d'endettement de notre pays. Avec une incidence capitale sur le fait qu'on aurait dépassé les 70% du substrat autorisé par les organismes financiers internationaux. Et cela n'émue personne. Et lorsqu'on pose des débats, les gens arrivent à vouloir quoi? Comme si on était contre toutes ces personnes. Non. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Je dis bien, il s'agit de l'avenir de notre pays. La Grèce s'était progressivement détériorée. Les indicateurs de ce pays ont progressivement déchanté jusqu'à ce que ce pays soit tombé en faillite. On ne triche pas avec les données économiques, ce n'est pas possible. Mais regardez le train de vie de toutes ces personnes. Le train de vie de cette diaspora mercantiliste épicurienne, que j'ai caractérisé d'ailleurs, d'une diaspora sans véritable compétence, sans véritable profil qualificatif d'emploi. Et les preuves sont là. On a vu Laurence Baga, dont on a vanté les mérites d'être une brillante intellectuelle des faubourgs de Paris, d'Oxford, de Cambridge, etc., etc. Mais depuis que Laurence Baga est au sein de la structure gouvernementale, la communication gouvernementale est au plus bas niveau. Je dirais même qu'elle est nulle, puisqu'il n'y a aucune communication. Regardez rien que pour l'établissement du RIB ou quoi là, les cartes nationales d'identité. Il n'y a aucune communication gouvernementale. Regardez là, il y a des alertes du Fonds monétaire international sur notre niveau d'endettement qui commence à être inquiétant. Il n'y a aucune communication. Mais lorsque le Fonds monétaire international est en train de nous applaudir, de nous acclamer, à savoir que nous avons relativement baissé notre taux d'endettement, tout le monde était content. Et on clamait comme ça la bonne gouvernance, on clamait comme ça la bonne mise en place des politiques publiques, et les gens ont chanté que Meïmoussi était la solution capitale pour la relance de la croissance économique par des politiques keynésiennes, par des politiques monétaristes. Mais pour nous qui avons fait de l'économie, je vous dis, moi je suis de l'école de la régulation de Patrice Ota, ancien directeur de cabinet du chef d'État. Donc, vous ne pouvez pas me dribbler, me prendre comme si j'étais un déscolarisé. Ce n'est pas possible. On vous parle d'un taux d'endettement qui ne doit pas dépasser le 70%, du moins pour les pays de l'Afrique francophone et autres. Nous sommes à plus de 70%. Comment est-ce que nous pouvons justifier un taux d'endettement de plus de 4,38% en 9 mois d'exercice du pouvoir de toutes ces personnes qui ont condamné Ali Bongo Ondimba sur sa gestion scabreuse, apocalyptique, comateuse et eschatologique des ressources humaines de notre pays? Comment justifier le fait qu'Oligui Nguema se soit entouré d'autant d'experts, dont Sima, un ancien premier ministre, qui connaît bien le mécanisme justement de la relance de la croissance économique par des politiques keynésiennes, c'est-à-dire stimuler la demande par des voies de la politique des grands travaux, par des investissements productifs, pour pouvoir arriver à susciter un certain intérêt
des populations vers la consommation. La relance de la croissance économique par la consommation. Et cette relance de la croissance économique par la consommation a pour fondement la politique des grands travaux telle qu'elle est initiée actuellement par le chef d'État Brice Oligui Nguema. Et d'ailleurs, qui n'est rien d'autre que la politique, la continuité qui avait été initiée par Ali Bongo Ondimba. Comment arriver à comprendre que selon des approches d'un certain nombre d'acteurs économistes de renom, on nous parle de la lutte contre le chômage, de la lutte contre la déflation, de la lutte contre l'inflation. L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. La lutte pour la relance de la croissance économique, on parle justement de la stimulation budgétaire, donc de politique budgétaire. Mais regardez la politique budgétaire qui a été initiée par Mémussi. Jusqu'à présent, nous ne savons pas trop quels sont les niveaux d'exécution budgétaire de notre pays. Alors que le chef de l'État a mis en place des politiques incitatives, des politiques de flexibilité pour arriver à une exécution budgétaire qui soit optimum. Mais vous arrivez dans les administrations publiques, David Mbelakouma jusqu'à présent n'a pas de chaise, n'a pas de bureau, il continue à déambuler au ministère des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, les responsables de ce ministère-là auraient refusé de m'enrouler par des prétextes fallacieux que nous serions justement ceux-là qui leur faisons tourner en rond. Parce que également, ils aimeraient militariser l'administration publique sans tenir compte justement d'un certain nombre de canaux de droit, c'est-à-dire du droit objectif, à savoir trois sources, la loi, la coutume, la jurisprudence. Pire encore, le statut général de la fonction publique, qui parle de l'égalité de traitement des agents publics, qui parle de l'égale admissibilité de tous. Et nous sommes nombreux comme ça au ministère des Affaires étrangères, qui n'avons pas été enrôlés par justement le fait que certains hauts gradés du CTRI auraient jugé à raison que certainement c'est leur tour d'arriver à embrigader l'administration publique pour justement servir leurs intérêts égoïstes et partisans. Or, les véritables débats sont là. Le débat sur la croissance économique. C'est là où nous attendons justement les membres du CTI. C'est là où nous attendons l'expertise de toutes ces personnes. Mais je voudrais tout de même rappeler aux uns et aux autres que les constitutionnalistes antérieurs n'avaient pas été idiots, bêtes ou irréfléchis. Ils avaient dit que les forces de défense et de sécurité garantissaient les régimes librement consentis par le peuple souverain. Les forces de défense et de sécurité. Mais pour cette première expérience de forces de défense et de sécurité, mais nous devons faire attention. Il faut que ces forces de défense et de sécurité arrivent à comprendre que les Gabonais leur ont accordé le bénéfice du doute. Parce qu'il s'agissait d'arriver justement à la restauration des institutions de notre pays, arriver à la restitution justement du pouvoir au milieu civil. Mais tout le monde s'est accordé par rapport à tout ce que nous avons vécu comme difficulté d'accès à des minimums sociaux, à des objectifs de développement durable, à des fondamentaux de développement avec succès. Nous avons accordé du crédit, du bénéfice du doute à la révolution du palais. Mais lorsqu'on voit le son de cloche de cette révolution du palais, eh bien, nous avons le droit de nous poser un certain nombre de questions. Et c'est un questionnement qui a tout son sens. Ndong Simang est à la deuxième apprentissage de l'exécution de son poste de Premier ministre chef du gouvernement. Il a été Premier ministre à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Donc Ndong Simang est également responsable justement de l'échec de la politique d'Ali Bongo Ondimba en matière de la relance de la croissance économique à travers ce qu'eux ils ont qualifié du PSCE, le plan stratégique Gabon émergent. En quoi consistait ce plan stratégique Gabon émergent?
il consistait justement en stimulant 3 piliers fondamentaux. Le Gabon vert, caractérisé par la recherche de la stimulation de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre les déficits alimentaires, mais également aider le développement de nos villes et villages pour les transformer en pôles attractifs de développement. Le bilan du plan stratégique gabonais est catastrophique. Et vous aviez les concepteurs de cette supercherie économique, tels que Mavlis, le concepteur déjà de la 10e province du Gabon, qui était directeur général du budget, sans compter Liban Suleiman, cet individu sorti déjà, il ne sait à quelle université, qui a plombé comme ça la vision du chef de l'État à travers les détournements macabres des finances publiques et soutenu par celui qu'on appelait Kani. Un disque jockey qui est devenu comme ça, de manière superfétatoire, directeur de cabinet du chef de l'État d'un grand pays comme le Gabon, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec toutes les richesses du Gabon. Kani Akombesi, Liban Suleiman, Ndong Simon et les autres n'ont pas pu mettre en place des véritables programmes d'ajustement structurel pour accélérer le processus de croissance de notre pays, le processus de développement de notre pays. Ndong Simon. Et les dernières nouvelles, d'ailleurs, on va le contraindre à la démission. Malheureusement, il n'a pas démissionné. Je crois qu'on a dû le débarquer manu militari. Et c'est ce même Ndong Simon aujourd'hui qui revient grâce à la providence, grâce à la malveillance, à l'arrogance, à la voluptuosité de celui-là que vous connaissez très bien, l'ancien directeur de cabinet politique du chef de l'État, un certain Omboula Njambi Syriac. Et d'après les recherches que j'ai faites, Omboula Njambi Syriac ne serait d'ailleurs pas détenteur de parchemin. Voilà des individus comme ça, qui ne sont pas détenteurs d'une expertise en économie, d'une expertise en politique, mais qui occupaient de très hautes fonctions. Directeur de cabinet politique du chef de l'État, Omar Ali Bongo Ondimba. Directeur général de... Comment on appelle ça? Ceux qui gèrent l'université Omar Bongo Ondimba. Il était directeur général là-bas. On voulait Njambi Syriac. C'est incroyable. Et vous avez vu comment il s'est caractérisé par un certain mépris, une arrogance dont il a payé cher. On voulait Njambi où? C'est moi Ndosima qui lui parle. Est-ce qu'il a le couille? L'autre dit non, il n'a pas le couille. Il a le ciboulou percé. Tous ces gens-là qu'il a méprisés, Omboula Njambi, avec les anciens membres du clan bongoïste émergent, se retrouvent actuellement dans les pires difficultés. Et ceux qu'ils ont méprisés, les Paulette Missambo, les barreaux chambriers et autres, qui s'étaient caractérisés par un certain jusqu'au boutisme, parce qu'ils recherchaient justement la prise de pouvoir par des voies démocratiques pour arriver à changer la gestion eschatologique d'Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, ces pseudo-opposants qui avaient quitté le pouvoir il y a longtemps, parce que Paulette Missambo également est une ancienne PDGiste, Parti démocratique Gabon. Première femme ministre d'État, la seule femme vice-présidente du Parti démocratique gabonais, plusieurs fois ministre, dont Paulette Missambo, à la même réminiscence du passé monolithique. Ce passé obscurantiste que nous avons toujours qualifié d'abject sauvage. Barreau chambrier, encore pire. Barreau chambrier a les mêmes germes, a le même ADN du Parti démocratique gabonais. Marcel Abeke, n'en parlons même pas. Ce sont des pélégistes, autant qu'ils sont. Et voilà que le général de brigade arrive comme ça
a fait confiance à toutes ces personnes, les Chalamba, en leur qualité de pseudo-intellectuels, de pays industrialisés, et ils n'arrivent pas à relancer la croissance économique d'un petit pays avec une faible population de 3 millions de francs, 3 millions de personnes, avec de fortes opportunités en matière halieutique, 600 000 km de côte, en matière minière, avec un sous-sol considéré comme un scandale géologique, en matière forestière, avec une couverture forestière comparable, défiant pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone, si ce n'est le bassin du Congo, qui puisse nous rivaliser avec l'Amazonie. C'est impensable. Comment avec autant d'opportunités, comment avec autant de matières premières, le Gabon n'arrive pas à son take-off, donc un décollage économique. La croissance au Gabon n'a jamais atteint les 5 à 6 ou 7%. Tout ce que les gens arrivent à vous raconter, ce sont des balivernes. C'est du mensonge. On vous dit non, le taux de croissance au Gabon serait de 3% ou de 2-4%. Ce sont des bêtises. La croissance économique a des incidences. Elle doit avoir des incidences sur la qualité de vie des personnes. La croissance économique, lorsqu'elle est au rendez-vous, elle doit avoir des incidences sur la répartition des richesses, la justice rétributive, la justice distributive, sans compter l'amélioration qualitative et quantitative des substrats de développement. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie, l'accès aux infrastructures de développement. Il n'y en a pas au Gabon. Donc les Meimouissi, les Laurence Mbaga, les Yi, un toutoum, avec les Ndosima, avec les barreaux chambriers, avec les Chalma, experts comptables, avec les Marcel Abeke, qui a pratiquement fait toute sa vie comme directeur général de la Communauté. Il n'y a rien. 9 mois, ils font tourner le chef de l'État en rond. Et ils sont en train de tourner Brice Oligui Nguema en dérision. Et c'est une situation inacceptable. Pour les soutiens que nous sommes du chef de l'État, c'est une situation inconfortable. Et on fait passer le chef de l'État pour un parfait idiot, pour quelqu'un qui n'a aucune maîtrise justement des valeurs macroéconomiques. Et on arrive comme ça à voir les alertes des Fonds monétaires internationaux, le FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Ce sont des organismes financiers internationaux. Ce sont eux qui sont là pour accompagner nos politiques publiques, pour faire en sorte que nous arrivons justement à cette espèce d'équilibre budgétaire, des équilibres financiers, pour stimuler le développement de nos pays. Ils sont déjà à plus de 110%. Le seuil tolérable. Ils ont déjà dépassé le seuil tolérable. Et il ne faut pas que les gens en parlent. On doit continuer à les laisser comme ça. Détruire l'économie de notre pays. Ali Bongo Ondimba avait tout un programme déjà tracé. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Gabon vert, le Gabon du projet Graines, où on aurait pu mettre des industries agricoles pour stimuler la croissance économique. Tous les pays qui se sont développés dans l'humanité, ils ont mis ce qu'on appelle la réforme agraire. Allez-y en Chine de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung avait compris que pour arriver à soi le développement, il fallait stimuler justement les industries agricoles. Et ils ont investi comme ça dans le développement des projets industriels agricoles pour nourrir la population. Chaque Chinois, partout dans tous les pays du monde entier, c'est comment planter une tomate, c'est comment planter des haricots, le piment, etc., etc. Voilà pourquoi le chef de l'État de Ali Bongo Ondimba avait préconisé justement ce qu'ils ont appelé le projet Graines. Et ce projet a été détourné par les mêmes kleptomanes politiques, par les mêmes clébards qui ont d'ailleurs volé l'argent public. Ils n'ont pas été capables d'arriver à cette révolution de la lutte contre le déséquilibre alimentaire. C'est-à-dire arriver à une agriculture
extensive à haute intensité capitalistique à travers la mécanisation de cette agriculture, à travers les innovations dans cette agriculture pour améliorer. Justement, c'est incroyable. C'est inimaginable. Ils n'ont même pas essayé. Je dis bien, ils n'ont même pas essayé ce projet dont on nous a vanté les mérites et ils ont volé l'argent comme ça. Certains du personnel agricole s'étant retrouvés en Malaisie, en Thaïlande, pour aller s'acquérir de l'expertise de ces personnes. Ces gens-là sont revenus au village en train de boire le moussungu, de fumer le cannabis et de boire le vin de palme. Quel pays? C'est le Gabon est vraiment un pays atypique. On a parlé du Gabon industriel, caractérisé par l'industrialisation de notre économie. Comment arriver à industrialiser l'économie? Nous devons sortir justement une économie de rente basée sur la vente des matières premières pour arriver à une économie de production. Donc l'économie de production devrait être basée sur l'extraversion de notre économie. La transformation de nos matières premières en produits finis. Regardez Marcel Abeke, plus de 20 ans ou 30 ans, directeur à la Comilog. Aujourd'hui, il est ministre des Mines. Résultat en 9 mois, zéro. Un résultat bidon, mitigé. La Comilog. Regardez le siège de la Comilog au Gabon. Allez-y regarder le siège de la Comilog. Dans leur pays industrialisé, vous allez tomber de nu. C'est la richesse du Gabon qui crée le développement des autres pays. Et c'est François Rostov qui le disait. Que le sous-développement des peuples africains est la conséquence du développement des pays industrialisés. Le manganèse. Nous sommes pratiquement le premier pays producteur du manganèse. Allez-y regarder Mwanda. Mwanda est une bourgade avec une véritable carence en infrastructure. Mais c'est là-bas où on puise le manganèse. Regardez cette vidéo que notre soeur venait de faire à Mandjindolo, là où on puise le pétrole à Mandjindolo. Regardez le siège de Total à l'extérieur aux États-Unis. C'est un bâtiment de plus de 40 à 60 ou voire 80 étages. Mais regardez les populations qui vivent à Mandjindolo. Elles vivent dans des conditions les plus lamentables. Elles n'ont même pas l'accès à l'eau potable. Elles n'ont pas l'accès à l'électricité. Elles n'ont pas les dispensaires. Elles n'ont pas d'école. Il n'y a rien. Mais le pétrole qui est tiré dans leur localité, et d'ailleurs est déversé dans leurs eaux polluantes, et plusieurs fois, les activistes ont fait les reportages sur le niveau de pollution de nos différentes circonscriptions administratives et territoriales, avec des résultats catastrophiques. Le Gabon industriel, une véritable hécatombe. Parce que l'industrialisation ne peut pas se départir de l'investissement dans le développement des compétences, le développement des savoirs, l'investissement dans les universités, l'investissement dans les centres de formation, l'investissement dans la construction des autoroutes qui doivent nous permettre d'accélérer notre processus de maturation des énergies cervicales, le cerveau humain. Le cerveau est l'une des énergies non renouvelables. Parce que si vous refusez de faire fonctionner vos méninges, vous refusez de faire accroître vos capacités cognitives, accélérer le processus de multiplication de vos neurones et fibres intelligibles, eh bien, vous serez la risée. Vous allez être une queue de wagon. Vous ne serez jamais une tête comme David Nbelakouma. Pire encore, une tête bien faite comme la mienne. Ce n'est pas possible. On a le manganèse, on a l'uranium. La transformation, comment arriver à transformer l'uranium en plutonium enrichi. Ailleurs, l'uranium constitue une véritable source d'énergie. Ils ont des centrales nucléaires grâce à l'uranium du Gabon. Parce que lorsque vous arrivez à enrichir l'uranium du Gabon, eh bien, vous obtenez ce qu'on appelle l'arme atomique. Le plutonium enrichi, l'énergie nucléaire. Et tous les pays qui gouvernent l'humanité, qui commandent le monde, sont détenteurs de l'arme atomique. Grâce au manganèse de Mounana. Vous avez 5 membres du comité permanent du Conseil de sécurité de l'ONU
Et ce sont eux qui gouvernent l'humanité. La Chine, la France, l'Angleterre, l'URSS, plus je crois l'Allemagne, quelque chose comme ça. 5 membres du comité permanent. Mais nous avons l'avantage d'avoir toutes ces ressources. Nous n'arrivons pas à les transformer. Nous avons le bois. Le Gabon, à l'époque, c'est tellement nous étions le premier pays producteur du grume. Et qui plus est, quel grume? Le Kevazigo. Et vous connaissez le scandale du Kevazigo. Les 352 conteneurs qui ont disparu quelque part, justement, au niveau de notre port. Jusqu'à présent, personne n'a la trace de la disparition de ces 352 compatriotes. Et il n'y a personne pour chercher à les retrouver parce que cela leur intéresse peu. Les gens ont pris l'argent, ils ont vendu justement ces conteneurs du Kevazigo pendant la période du Covid-19. Ils se sont enrichis comme ça. Parce que nous avons une justice corrompue qui n'arrive même pas à suivre le dossier. Et lorsque les petits Gabonais arrivent à voler une boîte de sardines, arrivent à voler les potables à la gare routière, on a très vite fait de les rattraper, de les jeter dans les cellules, les prisons les plus sordides. Et pendant ce temps, il y a des puissants, des super puissants, les plutocrates prétendus émergents, les féministes émergentes, les aristocrates émergents, les gérontocrates émergents, les bourgeois émergents qui se baladent librement comme ça, dans l'atmosphère de notre pays. Ils sont nullement inquiétés. Mais ces gens-là ignorent qu'on transforme le copeaux en énergie électrique. Vous arrivez au Ghana, il y a l'université des métiers du bois. Mais au Gabon, même un petit centre de formation pour transformer le bois en produit fini, on n'en est pas capable. Regardez, toutes ces chaises-là, c'est en bois. Mais les Gabonais ont les maisons les plus mal bâties. Alors que nous avons toutes ces richesses-là que la nature nous a gratifiées généreusement. Mais comment comprendre que Donsima, Barreau Chambrier, vice-premier ministre chargé de la planification du développement, mon œil, Chalma, expert comptable, ministre du budget, mon œil, Marcel Abeke, ministre du pétrole, mon œil. Comment, avec autant d'économistes, on arrive à dépasser le seuil acceptable d'un endettement? Et on est dans une période transitoire. Et à beau leur dire, à beau dire au général des brigades de faire attention à toutes ces personnes, il n'y a personne pour nous écouter. Nous nous retrouvons toujours dans le même système autiste où on ne veut pas écouter les personnes qui sont l'alerte, qui arrivent à dire faites attention. Parce que là, nous avons déjà dépassé les 70%. On me dit c'est 70,05%. Oui, mais les 0,5% là, c'est une variable assez importante en économie, à ne pas négliger. Comment est-ce que vous allez financer le développement si l'argent que... Je ne sais même pas, l'argent qu'ils sont allés prêter par-ci, par-là, à quoi a servi cet argent? Où sont les projets de développement qui ont été financés pour que cet argent se retrouve comme ça? C'est tellement disparu entre les mains des personnes. C'est incroyable. Et on voit le train de vie bureaucratique de toutes ces personnes. Pendant que le peuple croupit dans la misère, on n'arrive pas à réformer le secteur agricole, le secteur touristique, le secteur hôtelier. Et ces gens-là arrivent à vivre dans la luxure, dans l'opulence. Et le débat, il y a un passé relativement court où on demandait à ces régies financières-là une augmentation de leurs primes, soit dit d'excitation à la performance budgétaire. Vous êtes des médiocres politiques, vous êtes des médiocres économistes. Voilà, on arrive à donner des agents de l'État, des ministères triés à l'étri. Le ministère des mines, du pétrole, etc., la douane, tout ça. Les ministères soit dit producteurs de richesses. On arrive à leur octroyer des primes, des citations
à la performance budgétaire, mais nous avons des déficits budgétaires chroniques qui sont observables au point où le Fonds monétaire international, en sa qualité de régulateur, arrive à attirer l'attention des pouvoirs publics, arrive comme ça à nous exposer à la raillerie, à la moquerie devant l'humanité tout entière. C'est une situation que nous ne devons pas accepter. Je voudrais donc attirer l'attention du détenteur actuel du pouvoir, son excellent Brice Koto Oligui Nguema, sur la nécessité de restructurer. Alors là, restructurer dans les délais de rigueur l'actuel gouvernement, parce que c'est un gouvernement imperformant. Et même ici, il doit tirer les conséquences de son manque de professionnalisme et d'expertise dans la gestion des deniers publics. Pareil pour Charles Ba. Certainement, il était un brillant économiste dans le pool pétrolier, mais pour le moment, il ne fait pas l'affaire. Parce que nous avons une transition qui va durer très peu de temps. Il nous reste pratiquement 1 an et 3 mois. Et ce n'est pas en 1 an et 3 mois que les gens vont venir faire l'apprentissage de l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas possible. Ou vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Et ceux qui connaissent doivent être évalués par la rentabilité. Maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts. Pour le moment, c'est un véritable canular. Un écran de fumée. Et si le chef de l'État continue à garder toutes ces personnes autour de lui qui sont en train de saboter son action, eh bien, c'est tant pis pour lui. Et il assumera la responsabilité de toutes ces personnes-là. Parce que nous allons laver un mur en béton. De la même manière, nous construisons des routes en béton, mais nous allons là vers un mur en béton. Je poursuivrai ce direct-là demain, parce que là, on vient de m'appeler pour une urgence. Je dois aller à une réunion à mon quartier général là-bas, à Bikile-Antenne. Il y a des jeunes qui m'attendent là-bas parce que d'ici samedi, je dois organiser un point de presse avec les médias. Toujours sur la question de l'endettement, mais également sur les politiques publiques qui sont initiées ici et là par le CTRI, mais également sur la gestion des collectivités locales. Je donnerai également mon avis sur la gestion actuelle des délégués spéciaux au sein de nos collectivités locales et décentralisées. Quels sont les organes de contrôle de la dépense publique? Et il faut que nous arrivions à situer la responsabilité des uns et des autres. Oligui Nguema est président de la République, chef de l'État. Oligui Nguema n'est pas président de la République, chef du gouvernement. Et il y a un premier ministre qui est chargé de la mise en place de la politique gouvernementale. Oligui Nguema, il a sa structure de président de la République avec le Conseil national de la transition. Et demain, moi également, je reviendrai sur le Conseil national de la transition. Cet organe est censé être un organe suprême qui est d'ailleurs même au-dessus de la structure gouvernementale. Il faut que nous arrivions à situer la responsabilité des uns et des autres. Le Conseil national de la transition doit assumer la responsabilité également de ses actes. L'argent public qui est dépensé par ce Conseil national de la transition doit également être vérifié. Il ne s'agit pas seulement d'accuser le gouvernement ou bien d'accuser le chef de l'État. Non, il y a des paliers. Et tous ces organes de la transition-là, nous allons les passer en revue. Nous allons étudier la typologie, organe par organe, des éléments constitutifs de ces organes, leur mission. Et nous allons évaluer la performance de ces organes, en commençant par le chef de l'État lui-même, ensuite le Conseil national de la transition. Nous allons descendre au gouvernement de la transition. Ensuite, nous descendrons également aux collectivités locales décentralisées. Je suis Thierry Sam David Mbirakouma, le Minotaure, la baie de cochon, vous connaissez très bien. La voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux de quartier sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition août 2025. Nous nous retrouvons demain à partir de 17h, 18h pour poursuivre ce débat. Là, je suis obligé de suspendre ce débat pour aller répondre à un autre impératif catégorie.
allez-y dire à ici de préparer ses bagages avec l'endorsement, avec tous les autres là, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes, des aspirations légitimes du peuple souverain, pire encore, les attentes du chef de l'État. Voilà, ils sont pas